La nourrice a été engagée pour s'occuper de la fille du millionnaire veuf. Mais il est resté paralysé en voyant comment elle la serrait dans ses bras, exactement comme la mère que la fillette avait perdue. Le manoir Blanchard se dressait sur les hauteurs de Lyon, comme un géant de pierre assoupi. Ses façades austères et ses volets mi-clos donnaient l'impression que la bâtisse elle-même était en deuil. Et c'était le cas. Depuis 3 ans, la lumière avait quitté ses murs en même temps que Cécile Blanchard. Emporté par un accident dont les circonstances restaient troubles, Didier Blanchard se tenait debout devant la grande fenêtre de son bureau, un verre de scotch à la main, contemplant les jardins impeccablement entretenus sans vraiment les voir. À 42 ans, cet homme qui faisait trembler le monde de l'hôtellerie de luxe avait perdu ce qui donnait un sens à sa vie. Les rides prématurées qui marquèrent son visage racontèrent l'histoire d'un chagrin qui refusait de s'estomper. « Monsieur, c'est la 5e qui démissionne en 2 mois. » Madame Fournier, la gouvernante qui gérait le manoir depuis presque 20 ans, se tenait dans l'encadrement de la porte. Son visage sévère cachait mal son inquiétude. « Qu'elle parte » répondit-il sans se retourner. « Trouvez-en une autre. » Il y eut un silence pesant. Madame Fournier savait qu'elle devait dire ce que personne n'osait formuler. « Monsieur, peut-être devriez-vous envisager de... »« De quoi ?» coupa-t-il sèchement. « D'envoyer Lucie en pension. C'est ma fille, pas un colis encombrant. » La vieille femme serra les lèvres. « Je suggérais simplement un psychologue pour enfants, monsieur. » Didier se tourna enfin, les traits tirés. Son regard se posa sur une photo sur le bureau. Cécile, radieuse, tenant dans ses bras une Lucie de 2 ans à peine. Ce bonheur semblait aujourd'hui appartenir à un autre monde. Qu'est-ce que ça pourrait changer? Ma fille a perdu sa mère. Aucun psychologue ne pourra lui rendre. À l'autre bout du manoir, dans une chambre aux murs pastel, une petite fille de 5 ans était assise immobile sur son lit, serrant contre elle une poupée défraîchie. Lucie n'avait pas prononcé plus de 10 mots depuis la mort de sa mère. Son regard, bien trop grave pour une enfant de son âge, restait fixé sur la fenêtre, comme si elle attendait quelque chose. Ou quelqu'un, à des kilomètres de là, dans un modeste appartement de Beaune, en Bourgogne, une jeune femme se réveillait en sursaut. Le front moite de transpiration, encore ce rêve, toujours le même depuis son enfance, une berceuse fredonnée par une voix qu'elle ne reconnaissait pas, un jardin immense baigné de soleil, et cette sensation déchirante d'avoir perdu quelque chose d'essentiel. Alba Rousseau s'assit sur le bord de son lit et passa une main dans ses cheveux châtains. À 25 ans, elle menait une vie simple, gagnant modestement sa vie en enchaînant les petits boulots. Rien ne la distinguait des autres, hormis peut-être ses cauchemars récurrents et cette impression tenace de ne pas être à sa place. Elle se leva et se dirigea vers la petite commode. Dans le tiroir du haut, caché sous quelques vêtements, se trouvait son seul trésor, une moitié de bracelet en argent, brisé, où l'on pouvait lire le nom Cécile. C'était tout ce qu'elle possédait de son passé. Marguerite, la femme qui l'avait élevée, lui avait souvent raconté comment elle l'avait trouvée, bébé abandonné sur le bord d'une route de campagne. Ce bracelet serré dans sa minuscule main. « Tu es qui, Cécile ?» murmura Alba en caressant le métal. « Et pourquoi est-ce que je rêve de toi ?» Un bruit la tira de sa rêverie. Son téléphone vibrait sur la table de nuit. Un message de l'agence d'emploi pour laquelle elle travaillait occasionnellement. Un poste de nurse pour enfants de 5 ans. Famille aisée, région lyonnaise. Logée, nourrie, bon salaire. Disponibilité immédiate requise. Intéressée. Alba haussa les épaules. Pourquoi pas? Rien ne la retenait ici. Marguerite était décédée l'année précédente. Et son petit appartement n'avait jamais vraiment été un foyer. Elle répondit positivement, s'attendant à recevoir des détails dans la journée. Moins d'1 heure plus tard, son téléphone sonna. Une voix féminine, sèche et efficace, l'informa que la famille Blanchard souhaitait la rencontrer dès le lendemain. Le nom fit naître un frisson le long de sa colonne vertébrale. Blanchard, ce nom lui semblait étrangement familier, comme un écho lointain. « Je ne comprends pas, » dit Alba. « Je n'ai même pas envoyé mon CV. Il a été transmis par votre agence, mademoiselle. Monsieur Blanchard l'a sélectionné parmi d'autres. L'adresse vous sera envoyée par message. Présentez-vous à 14 heures précises. » La communication fut coupée avant qu'Alba ne puisse poser d'autres questions. Elle resta immobile, le téléphone à la main, avec cette étrange sensation qu'un engrenage venait de se mettre en marche. Le lendemain, après 3 heures de train et un taxi,
Alba se retrouva devant les imposantes grilles du manoir Blanchard. Son cœur battait la chamade, sans qu'elle comprenne pourquoi. Ce n'était pas de la nervosité pour l'entretien. Non, c'était autre chose. Une sorte de pressentiment, comme si elle était déjà venue ici. Ridicule, murmura-t-elle pour elle-même. Je n'ai jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Le taxi la déposa devant l'entrée principale. Alba ajusta sa tenue, un tailleur simple qu'elle avait acheté pour les occasions spéciales. Elle prit une profonde inspiration et s'avança vers la porte. Ce n'est qu'en levant la main pour saisir le heurtoir qu'elle remarqua qu'elle tremblait. L'espace d'un instant, une vision fulgurante traversa son esprit. Une femme ouvrant cette même porte, tendant les bras vers elle avec un sourire radieux. La porte s'ouvrit brusquement, la ramenant à la réalité. Une femme d'une 60aine d'années, tirée à 4 épingles, la dévisageait d'un air sévère. « Mademoiselle Rousseau, je présume, je suis Madame Fournier, gouvernante de la maison Blanchard. Vous êtes en avance. » Alba ouvrit la bouche pour s'excuser, mais aucun son n'en sortit. Son regard venait de se poser sur un portrait accroché dans le hall d'entrée, une femme d'une beauté saisissante, aux longs cheveux châtains et aux yeux d'un vert intense, les mêmes yeux qu'Alba. « Mademoiselle, vous vous sentez bien ?» La voix de Madame Fournier lui parvenait comme étouffée. Alba hocha faiblement la tête, incapable de détacher son regard du portrait. « Qui est-ce » parvint-elle à articuler. Le visage de la gouvernante se ferma davantage. « Madame Cécile Blanchard, la défunte épouse de monsieur. » Alba sentit ses jambes se dérober sous elle. Cécile, comme le nom gravé sur son bracelet brisé. Mademoiselle Rousseau. La voix de Madame Fournier semblait venir de très loin. Alba s'efforça de reprendre ses esprits, ses yeux toujours rivés sur le portrait de Cécile Blanchard, cette ressemblance troublante, ce prénom identique à celui gravé sur son bracelet, simple coïncidence ou quelque chose de plus profond. « Excusez-moi » balbutia Alba en se ressaisissant. « Le voyage a été long. » La gouvernante l'observait avec une suspicion à peine voilée. « Suivez-moi, monsieur Blanchard vous attend dans son bureau. » Alba fut conduite à travers un dédale de couloirs aux boiseries sombres. Étrangement, elle avait l'impression de reconnaître certains recoins, comme si elle les avait déjà parcourus dans une autre vie. Devant une porte en chêne massif, Madame Fournier s'arrêta et frappa 3 coups secs. « Entrez !» lança une voix grave de l'autre côté. Le bureau était une pièce imposante, tout en bois précieux et cuir patiné, derrière un bureau monumental. Didier Blanchard se tenait debout, le regard fixé sur des documents. Il ne leva pas immédiatement les yeux. « Monsieur, voici Mademoiselle Rousseau pour le poste de nurse », annonça Madame Fournier, avant de se retirer discrètement. Lorsque Didier Blanchard releva enfin la tête, son visage se figea. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, il dévisagea Alba avec une expression indéchiffrable, mélange de stupeur et de quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Vous » commença-t-il avant de s'interrompre brusquement. Alba se tenait immobile, mal à l'aise sous ce regard inquisiteur. L'homme qui lui faisait face était l'image même de l'autorité. Grand, élégant, les tempes légèrement grisonnantes. Mais quelque chose dans son regard trahissait une vulnérabilité profonde. « Pardonnez-moi » reprit-il d'une voix qu'il s'efforçait de maîtriser. « Vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu. Asseyez-vous, je vous prie. » L'entretien commença de façon conventionnelle. Didier Blanchard posait des questions précises sur son expérience, limitée, avec les enfants. Alba répondait honnêtement, se demandant pourquoi un homme de cette stature s'intéressait à une candidate aussi peu qualifiée qu'elle. « Je dois vous avouer, monsieur Blanchard, que je suis surprise d'avoir été sélectionnée pour cet entretien. Je n'ai aucune formation spécifique pour m'occuper d'enfants. » Un sourire fugace passa sur le visage de l'homme. « Parfois, l'instinct vaut mieux que les diplômes. Mademoiselle Rousseau, ma fille a besoin de... » Il chercha ses mots. « D'authenticité. Les dernières nurses étaient parfaitement qualifiées. Mais Lucie les a toutes rejetées. »« Que s'est-il passé ?» osa demander Alba. Le visage de Didier s'assombrit. « Ma fille ne parle presque plus depuis la mort de sa mère. Elle se renferme sur elle-même un peu plus chaque jour. Les psychologues parlent de traumatisme. Mais leurs théories ne m'ont pas rendu ma petite fille. » À cet instant, une sonnerie discrète retentit. Didier appuya sur un interphone. « Qu'y a-t-il ?»« Madame Fournier. Lucie est réveillée de sa sieste, monsieur. Dois-je l'amener comme vous l'aviez demandé ?» Didier hésita un instant, puis accepta. Quelques minutes plus tard, des petits pas se firent entendre dans le couloir.
La porte s'ouvrit sur une minuscule silhouette aux longs cheveux bruns. Tenant la main de Madame Fournier, le temps sembla s'arrêter. L'enfant, qui gardait obstinément les yeux baissés depuis son entrée, releva soudain la tête, son regard croisa celui d'Alba. Ce qui se passa ensuite laissa les 3 adultes dans la pièce stupéfaits. Lucie, l'enfant silencieuse qui rejetait tout contact, se précipita vers Alba avec un cri de joie pure, avant que quiconque puisse réagir. Elle avait traversé la pièce et s'était jetée dans les bras de la jeune femme. « Maman !» s'écria-t-elle en enfouissant son visage contre l'épaule d'Alba. Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Alba, paralysée par la surprise, tenait maladroitement l'enfant dans ses bras. Sentant son petit cœur battre contre le sien, une émotion indescriptible l'envahit, mélange de tendresse et de familiarité inexplicable. Le visage de Didier avait perdu toute couleur. Il fixait sa fille avec incrédulité. « Lucie », murmura-t-il d'une voix étranglée. « Ce n'est pas maman. Maman n'est plus là, tu le sais. » Mais la petite fille s'accrochait à Alba comme si sa vie en dépendait, refusant de lâcher prise. Alba, suivant son instinct, commença à caresser doucement les cheveux de l'enfant, dans un geste qui lui venait naturellement. « Tout va bien », chuchota-t-elle. « Je suis là maintenant. » Le mouvement de sa main, la façon dont elle berçait légèrement l'enfant, tout semblait familier à Didier, qui restait figé, comme hypnotisé par la scène qui se déroulait devant lui. Les gestes d'Alba étaient identiques à ceux de Cécile quand elle consolait leur fille. « Comment faites-vous ça ?» demanda-t-il finalement, la voix rauque d'émotion. Alba leva les yeux vers lui, tout aussi perdue. « Je ne sais pas, c'est instinctif. » Madame Fournier, qui n'avait pas quitté la pièce, observait la scène avec une expression indéchiffrable. Son regard allait d'Alba à l'enfant, puis au portrait de Cécile accroché au mur du bureau. « Monsieur, » dit-elle finalement, « je crois que nous avons trouvé la nurse qu'il fallait. » L'après-midi passa comme dans un rêve. Alba fut officiellement engagée sur le champ et conduite à la chambre qui serait désormais la sienne, adjacente à celle de Lucie. La petite fille refusait de lâcher sa main. La suivant comme une ombre, les yeux brillants d'une joie retrouvée, alors qu'elles découvraient ensemble la chambre d'enfant, Alba remarqua dans un coin une petite boîte à musique ouvragée. Quelque chose en elle se figea à cette vue. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle en s'approchant. « La boîte à musique de maman », répondit Lucie dans un murmure. « Elle jouait pour moi avant de dormir. » Alba l'ouvrit d'une main tremblante. La mélodie qui s'en échappa lui coupa le souffle. C'était exactement celle de ses rêves. Cette berceuse qui la hantait depuis toujours. Comment était-ce possible? Le soir venu, après avoir couché Lucie qui s'était endormie paisiblement pour la première fois depuis des mois, Alba retourna dans sa chambre, l'esprit en ébullition. Cette journée défiait toute logique. Ces gens, cette maison, cet enfant, tout lui semblait à la fois étrange et familier. Elle sortit de sa poche le bracelet brisé et le contempla longuement. « Qui suis-je vraiment ?» murmura-t-elle dans le silence de la chambre. De l'autre côté du manoir, Didier Blanchard était assis dans son bureau plongé dans la pénombre. Un verre à la main, les yeux fixés sur une vieille photo, il luttait contre une sensation troublante, un mélange d'espoir et de crainte. « Jean-Pierre, » dit-il en décrochant son téléphone, « j'ai besoin que vous retrouviez tous les dossiers concernant ma femme. Tout ce qui concerne sa vie avant notre rencontre, c'est urgent. » Dans le couloir, Madame Fournier s'était arrêtée devant la porte close de la chambre d'Alba. Son visage habituellement sévère trahissait une émotion contenue. Elle murmura pour elle-même « Elle est revenue. Que Dieu nous vienne en aide. » Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée d'Alba au manoir Blanchard. Une semaine qui avait transformé l'atmosphère lugubre de la demeure. Le changement le plus spectaculaire concernait Lucie. L'enfant autrefois muré dans son silence suivait désormais Alba comme son ombre, retrouvant peu à peu les comportements d'une petite fille de son âge. Ce matin-là, Alba avait prévu une promenade dans les jardins. En ouvrant les rideaux de la chambre de Lucie, elle fut accueillie par un sourire radieux. « On va voir les roses aujourd'hui », demanda Lucie, en sautant hors de son lit. Alba sourit, caressant les cheveux de l'enfant. « Si tu veux, tu connais bien le jardin. »« C'est le jardin de maman », répondit simplement Lucie. Elle me montrait toutes les fleurs. Ces moments où la petite évoquait sa mère défunte provoquaient toujours un pincement au cœur d'Alba. Mêlée à cette étrange sensation de déjà-vu qui ne la quittait plus, après le petit déjeuner, elles se dirigèrent vers la roseraie, Lucie trottinant joyeusement devant, alors qu'elle traversait une partie reculée du jardin
Alba s'arrêta net. Devant elle se trouvait une petite fontaine en pierre, entourée d'un banc circulaire. La vision la frappa comme un coup de poing. C'était exactement le lieu qu'elle voyait dans ses rêves. « Comment ?» murmura-t-elle, incapable de détacher son regard de la fontaine. « C'était l'endroit préféré de maman, » dit Lucie en prenant sa main. « Tu veux voir le secret ?» Sans attendre de réponse, la petite fille s'accroupit près de la base de la fontaine et appuya sur une pierre qui semblait identique aux autres. Un petit compartiment s'ouvrit, révélant une boîte métallique rouillée par l'humidité. « C'est la cachette de maman et moi », expliqua fièrement Lucie. « Personne ne la connaît, sauf nous. » Le cœur d'Alba battait la chamade. Comment pouvait-elle connaître cet endroit dans ses rêves? Et comment Lucie pouvait-elle lui confier si naturellement un secret qu'elle partageait uniquement avec sa mère? Avec des doigts tremblants, Alba ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvèrent des trésors d'enfants, des cailloux colorés, des plumes d'oiseaux et un petit médaillon en argent. Son souffle se coupa lorsqu'elle l'ouvrit. Il contenait une minuscule photo d'une femme tenant un bébé, Cécile Blanchard. Plus jeune, avec un enfant qui n'était pas Lucie. « Qui est-ce » demanda Alba d'une voix à peine audible. Lucie haussa les épaules. « Je sais pas. Maman pleurait quand elle regardait la photo. » Un bruit de pas les fit sursauter. Alba remit précipitamment le médaillon dans la boîte, que Lucie s'empressa de cacher à nouveau. « Mademoiselle Rousseau. » C'était Jean-Pierre, l'ancien chauffeur de Madame Blanchard, revenu au manoir à la demande de Didier, un homme d'une 60aine d'années, au visage buriné et au regard fuyant. Depuis son arrivée, Alba avait remarqué qu'il l'évitait soigneusement. « Monsieur Blanchard souhaite vous voir dans son bureau », annonça-t-il sans croiser son regard. « Maintenant, dès que possible, je peux m'occuper de mademoiselle Lucie pendant ce temps. » Alba hésita. Lucie s'accrochait à sa main, visiblement peu désireuse de la laisser partir. « Ce ne sera pas long, ma puce », promit Alba en se penchant vers l'enfant. « Peut-être que Jean-Pierre pourrait te montrer les coccinelles dans le jardin ?» Le vieil homme sembla surpris par cette suggestion. « Comment savez-vous que... »« Que quoi ?» demanda Alba, intriguée. Jean-Pierre se troubla. « Rien, c'est juste que... » Madame Blanchard cherchait souvent des coccinelles avec mademoiselle Lucie. C'était leur jeu, un autre de ces étranges moments de connaissance inexplicables. Alba commençait à ne plus les compter, en se dirigeant vers le bureau de Didier. Elle passa devant une aile du manoir qu'elle n'avait pas encore explorée. Une porte entr'ouverte attira son attention, sans réfléchir. Elle s'en approcha. C'était une bibliothèque immense, aux murs couverts d'étagères du sol au plafond. Une échelle mobile permettait d'accéder aux rayonnages les plus élevés. Alba s'avança dans la pièce, attirée par une force qu'elle ne s'expliquait pas. Son regard se posa immédiatement sur une étagère particulière. Elle grimpa sur l'échelle et tendit la main vers un livre à reliure verte. « La petite princesse », murmura-t-elle en caressant la couverture usée. C'était son livre préféré. Alba sursauta. Didier se tenait dans l'encadrement de la porte, l'observant avec une expression indéchiffrable. « Je suis désolée », balbutia-t-elle en redescendant précipitamment. La porte était ouverte et... « Comment avez-vous su pour ce livre ?» l'interrompit-il. « Parmi des milliers d'ouvrages, vous êtes allé directement à celui-là. » Alba resta silencieuse, incapable d'expliquer l'inexplicable. Didier s'avança et prit le livre. Cécile lisait ce conte à Lucie tous les soirs. Elle avait elle-même grandi avec cette histoire. Il ouvrit délicatement le volume et en sortit un marque-page en soie décolorée. Elle utilisait toujours ce ruban. Il appartenait à sa grand-mère. L'atmosphère dans la pièce était électrique. Alba sentait le regard de Didier peser sur elle, comme s'il cherchait à percer un mystère. « Venez », dit-il finalement. « J'ai des questions à vous poser. » Dans le bureau, l'ambiance était différente de leur première rencontre. Le mur de formalité s'était fissuré, laissant place à une tension palpable. « Votre dossier est étrange, mademoiselle Rousseau », commença Didier en lui faisant signe de s'asseoir. « J'ai fait quelques recherches. Il n'existe aucune trace de vous avant l'âge de 3 ans. » Alba déglutit péniblement. « Je ne comprends pas. La femme qui vous a élevé, Marguerite Rousseau, vous a trouvé au bord d'une route en 1999. Elle ne vous a jamais officiellement adopté. Les autorités n'ont jamais identifié vos parents biologiques. » Ces informations n'étaient pas nouvelles pour Alba, mais entendues dans la bouche de cet homme, elles prenaient une dimension inquiétante. « Pourquoi vous intéressez-vous à mon passé ?» demanda-t-elle finalement. Didier la fixa longuement avant de répondre. «
Parce que, depuis votre arrivée, ma fille reparle. Parce que vous connaissez des endroits de cette maison sans y avoir jamais mis les pieds. Parce que vos gestes, votre façon de vous mouvoir, il s'interrompit, visiblement troublé, ressemblent à ceux de votre femme, compléta doucement Alba. Un lourd silence s'installa entre eux. Avez-vous déjà entendu parler de ma femme avant de venir ici ? Demanda-t-il enfin. Non, jamais. Pourtant, vous portez un bracelet avec son prénom. Alba tressaillit. Comment pouvait-il savoir ? Madame Fournier l'a remarqué, expliqua-t-il devant son étonnement. Alors, d'une main hésitante, Alba sortit le bracelet brisé de sa poche. C'est tout ce que j'ai de mon passé. On l'a trouvé serré dans ma main quand j'étais bébé. Je ne sais pas ce que ça signifie. Didier prit le bracelet. L'examinant avec attention, quelque chose s'adoucit dans son regard. Ma femme avait un bracelet identique, murmura-t-il. Elle l'a perdu quelques mois avant sa mort. Elle en était dévastée. Leurs regards se croisèrent, pleins de questions sans réponse. « Monsieur Blanchard, dit finalement Alba, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je vous assure que je n'ai aucune mauvaise intention. Je ressens juste cette étrange connexion avec cet endroit, avec Lucie. Je ne peux pas l'expliquer. » Didier hocha lentement la tête. « Je le vois bien, et c'est ce qui me perturbe le plus. » Il se leva, signifiant que l'entretien était terminé. « Continuez à vous occuper de Lucie. Elle s'épanouit à votre contact. Le reste, nous verrons. » En retournant auprès de Lucie, Alba croisa Jean-Pierre dans le couloir. Le vieil homme s'arrêta net en la voyant, comme frappé par la foudre. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Pâlissant, « C'est impossible. » Avant qu'Alba ne puisse l'interroger, il tourna les talons et s'éloigna précipitamment. Les mystères s'accumulaient, et Alba sentait qu'elle se trouvait au cœur d'un secret qui la dépassait, un secret qui semblait lié à son propre passé, enfoui dans les brumes de sa mémoire inexistante. Cette nuit-là, ses rêves furent plus vivides que jamais. Elle se voyait, enfant, courant dans les jardins du manoir Blanchard, une femme aux longs cheveux châtains lui tendant les bras, et cette berceuse, toujours la même, qui résonnait comme un appel à travers le temps. Le manoir s'était transformé en l'espace de quelques semaines. Le rire de Lucie résonnait désormais dans les couloirs, autrefois silencieux. Et même Madame Fournier, toujours si stricte, s'autorisait parfois un sourire, en voyant la petite fille courir dans les jardins avec Alba. Ce matin-là, Alba tressait les cheveux de Lucie pour le petit déjeuner, quand la fillette lui posa une question qui la prit au dépourvu. « Est-ce que tu vas rester pour toujours avec nous ?» La question, si innocente, toucha Alba en plein cœur. « J'aimerais beaucoup, ma puce, tant que ton papa et toi voudraient de moi. » Lucie hocha la tête, satisfaite de cette réponse. « Papa te regarde comme il regardait maman. » Cette observation fit rougir Alba. Elle avait remarqué les regards de Didier, plus longs, plus doux qu'au début. Une complicité s'était installée entre eux, fragile, mais réelle. Chaque soir, après avoir couché Lucie, ils partageaient un thé dans la bibliothèque, parlant de tout et de rien, mais évitant soigneusement le sujet qui les obsédait tous deux, cette étrange familiarité d'Alba avec le manoir et ses secrets. En descendant pour le petit déjeuner, Alba et Lucie trouvèrent Didier en grande conversation avec Jean-Pierre dans le hall d'entrée. Le vieil homme semblait agité, secouant la tête avec véhémence. « Vous êtes sûr ?» demandait Didier. Le front plissé d'inquiétude. « Absolument, monsieur, il arrive par le train de 11h45. » Didier aperçut Alba et Lucie et interrompit brusquement la conversation. « Bonjour vous deux, Lucie, ma chérie. Tu es particulièrement jolie ce matin. » La petite fille sourit fièrement en montrant ses tresses. « C'est Alba qui m'a coiffée. Elle fait des tresses comme maman. » Un silence gêné s'installa. C'était toujours ainsi lorsque Lucie mentionnait ces similitudes troublantes. « Il y a un problème ?» demanda Alba, sentant la tension dans l'air. Didier hésita avant de répondre. « Mon beau-frère, Philippe Mercier, arrive aujourd'hui, c'est une visite imprévue. » Quelque chose dans sa voix alerta Alba. « Vous ne semblez pas ravi de cette nouvelle. Philippe et moi avons des relations compliquées, plus encore depuis la mort de Cécile. » Il jeta un regard à Lucie, signifiant qu'il ne souhaitait pas en dire plus devant elle. « Nous en reparlerons plus tard. » Le petit déjeuner se déroula dans une atmosphère tendue. Didier consultait fréquemment sa montre, et Jean-Pierre entrait et sortait de la pièce, visiblement occupé à préparer l'arrivée du visiteur. Plus tard, alors que Lucie faisait sa sieste, Alba rejoignit Didier dans le jardin d'hiver. Il contemplait le paysage, perdu dans ses pensées. Qui est exactement Philippe Mercier ?
demanda-t-elle doucement. Didier se tourna vers elle, son visage reflétant une profonde lassitude. Le frère cadet de Cécile, un homme complexe. À la mort de ma femme, il a tenté de contester mon autorité sur Lucie, prétendant que je n'étais pas un père convenable. C'est absurde, s'indigna Alba. Vous adorez votre fille. Un faible sourire apparut sur les lèvres de Didier. Merci de le reconnaître. Malheureusement, mon travail m'éloigne souvent de Lucie. Philippe a utilisé cet argument pour essayer d'obtenir sa garde. Et pourquoi vient-il maintenant? Je l'ignore, mais sa dernière visite remonte à l'accident de Cécile. Il n'est jamais revenu depuis. Un frisson parcourut Alba. L'accident? Comment est-ce arrivé? Le visage de Didier s'assombrit. Une sortie de route. Cécile conduisait seule, de nuit. Par mauvais temps, sa voiture a percuté un arbre, elle est morte sur le coup. Sa voix se brisa légèrement. Le plus étrange, c'est qu'elle n'avait aucune raison d'être sur cette route déserte, à plusieurs kilomètres de toute destination connue. Alba allait poser une autre question quand le bruit d'une voiture se fit entendre. Didier se redressa, son visage retrouvant instantanément le masque impassible de l'homme d'affaires. « Il est en avance », murmura-t-il. Ils rejoignirent ensemble le hall d'entrée, au moment où Madame Fournier accueillait le visiteur. Philippe Mercier était un homme d'une quarantaine d'années, élégant et soigné, avec des traits qui rappelaient vaguement ceux de sa défunte sœur. Son sourire, cependant, n'atteignait pas ses yeux, 2 billes grises au regard calculateur. « Didier, mon cher beau-frère », salua-t-il avec une cordialité trop appuyée pour être sincère. « Quel plaisir de te revoir après tout ce temps. » Son regard se posa alors sur Alba et son sourire se figea instantanément. Une expression de stupeur, presque d'horreur, déforma brièvement ses traits avant qu'il ne se ressaisisse. « Et qui est cette charmante personne ?» demanda-t-il d'une voix qui avait perdu toute chaleur. « Alba Rousseau, la nouvelle nurse de Lucie ?» répondit Didier, observant attentivement la réaction de son beau-frère. Philippe s'approcha d'Alba, l'examinant comme une curiosité de musée. Fascinant, la ressemblance est troublante. « Pardon ?» fit Alba, mal à l'aise sous ce regard inquisiteur. « Avec ma sœur, ma chère. Vous ne trouvez pas, vous... » « Didier, on dirait presque. »« Philippe ?» coupa sèchement Didier. « Ton voyage a dû être fatigant. Pourquoi ne pas nous rejoindre pour le déjeuner après t'être rafraîchi ?» Le repas qui suivit fut un exercice de diplomatie tendue. Philippe ne cessait de fixer Alba, posant des questions sur son passé, son éducation, ses expériences professionnelles, un interrogatoire à peine voilé. Alba répondait avec une politesse distante, de plus en plus perturbée par l'hostilité évidente de cet homme. La situation s'aggrava lorsque Lucie les rejoignit après sa sieste. En voyant son oncle, la petite fille se raidit visiblement. « Bonjour, oncle Philippe », murmura-t-elle en se rapprochant instinctivement d'Alba. « Ma chère nièce », sourit Philippe, avec une affection qui sonnait faux. « Comme tu as grandi, viens embrasser ton oncle. » Lucie hésita, cherchant du regard l'approbation d'Alba, qui l'encouragea d'un léger signe de tête. La petite s'avança à contre-cœur pour déposer un rapide baiser sur la joue de Philippe avant de se précipiter vers sa chaise, aussi loin que possible de lui. Elle et la nurse semblent très proches, remarqua Philippe en découpant méthodiquement sa viande. Impressionnant, compte tenu du comportement habituel de Lucie ces dernières années. « Mame Alba a un don avec elle », répondit simplement Didier. « J'imagine », fit Philippe, son ton suggérant bien plus que ses mots. « Mademoiselle Rousseau, avez-vous des références, des employeurs précédents qui vanteraient vos talents ?» Philippe, intervint sèchement Didier. « Ce n'est ni le moment, ni le lieu. Au contraire, cher beau-frère, lorsqu'il s'agit du bien-être de ma nièce, tous les moments sont appropriés. » Il se tourna à nouveau vers Alba. « Alors, non, » admit Alba en soutenant son regard. « Le poste chez Monsieur Blanchard est mon premier emploi de ce type. »« Fascinant, » répéta Philippe. « Et pourtant, Didier, connu pour son exigence légendaire, vous a choisi parmi des dizaines de candidates qualifiées. La providence, sans doute. » Le repas s'éternisa dans cette atmosphère délétère. Lorsque Madame Fournier vint chercher Lucie pour sa leçon de piano, Alba proposa de l'accompagner, cherchant désespérément à échapper à l'emprise étouffante de Philippe Mercier. « Un moment, mademoiselle Rousseau », l'arrêta Philippe. « J'aimerais m'entretenir avec vous et mon beau-frère, en privé. » Didier acquiesça à contre-cœur, et ils se retirèrent dans le bureau, à peine la porte fermée. Philippe laissa tomber son masque de politesse.
À quoi joues-tu, Didier? Cette fille a pratiquement le visage de Cécile. Est-ce une plaisanterie de mauvais goût? Je ne te permets pas, répliqua froidement Didier. Alba est excellente avec Lucie. C'est tout ce qui compte. Vraiment, ricana Philippe. Et le fait qu'elle ressemble à s'y méprendre à ta défunte épouse n'a rien à voir avec ta décision. Quelle coïncidence extraordinaire, n'est-ce pas? Alba, qui était restée silencieuse, intervint soudain. Monsieur Mercier, je comprends votre surprise, mais je vous assure que je n'avais jamais entendu parler de votre sœur avant d'arriver ici. Le regard de Philippe se fit glacial. Ma chère, je ne vous crois pas une seconde. Il se tourna vers Didier. Je veux qu'elle parte, immédiatement. Cette situation est malsaine pour Lucie. C'est à moi d'en juger, répondit Didier, sa voix dangereusement calme. Et ma décision est prise. Alba reste. Un silence tendu s'installa. Philippe observait tour à tour Didier et Alba, comme s'il essayait de résoudre une équation complexe. Très bien, dit-il finalement, mais ne crois pas que j'en resterai là. Je reviendrai très bientôt, avec des réponses sur cette situation, sur ces mots. Il quitta la pièce, laissant derrière lui une atmosphère lourde de menaces voilées. « Je suis désolé, » murmura Didier une fois seul. Philippe a toujours été difficile, plus encore depuis l'accident. Alba acquiesça silencieusement, troublée par la violence de l'hostilité de Philippe, pour la première fois depuis son arrivée au manoir. Elle ressentait une peur sourde, comme si un danger invisible se rapprochait. Ce soir-là, en bordant Lucie pour la nuit, la petite fille lui chuchota à l'oreille « Ne laisse pas oncle Philippe t'emmener loin de nous. Il est méchant. Il faisait pleurer maman. » Le départ précipité de Philippe avait laissé un malaise persistant au manoir Blanchard. Bien qu'il n'ait passé qu'une journée sur place, son hostilité envers Alba avait créé une tension palpable. Plus troublant encore étaient les paroles de Lucie concernant les relations entre Philippe et sa défunte mère. « Qu'a-t-elle voulu dire ?» demanda Alba à Didier le lendemain matin, alors qu'il prenait un café dans la véranda pendant que Lucie dessinait à quelques pas. Didier soupira, passant une main lasse sur son visage. Philippe et Cécile avaient une relation complexe. Il était extrêmement possessif envers elle. Quand nous nous sommes mariés, il l'a très mal pris, au point de la faire pleurer. Philippe a toujours su trouver les mots qui blessent. Il fit tourner sa tasse entre ses doigts. Il y avait des périodes où Cécile refusait de le voir, sans jamais m'expliquer pourquoi. Puis il revenait, elle pardonnait, et le cycle recommençait. Alba observa Lucie, absorbée dans son dessin. « Vous pensez qu'il pourrait vraiment essayer de... » « M'éloigner d'ici, Philippe ne fait jamais de menaces en l'air, » répondit Didier, son regard s'assombrissant. « Mais ne vous inquiétez pas, je ne le laisserai pas interférer, pas cette fois. » La matinée s'écoula paisiblement. Après le déjeuner, Alba proposa à Lucie une promenade au village voisin. « On pourrait acheter des graines pour les oiseaux du jardin, » suggéra-t-elle. « Qu'en penses-tu » Lucie acquiesça avec enthousiasme. Le petit bourg niché au pied de la colline était typiquement français. Avec ses maisons en pierre, son église et sa place centrale ornée d'une fontaine, Alba tenait fermement la main de Lucie, tandis qu'elle flânait parmi les échoppes. Devant la boutique d'un fleuriste, Lucie s'arrêta net, pointant du doigt un pot de fleurs bleues. « Regarde, Alba, ce sont les fleurs préférées de maman. Des myosotis, sourit Alba, touchée par l'enthousiasme de la petite. On les appelle aussi ne m'oubliez pas. » Elle s'interrompit brusquement, frappée par sa propre connaissance. Comment savait-elle le nom de ces fleurs? Et pourquoi les associait-elle intuitivement à ce sentiment mélancolique? Un flash traversa son esprit. Une femme aux longs cheveux châtains plantant ces mêmes fleurs dans un jardin, lui expliquant leur signification avec un sourire teinté de tristesse. « Alba, tu vas bien ?» La voix inquiète de Lucie la ramena à la réalité. « Oui, ma puce. J'étais perdue dans mes pensées. » Après avoir acheté les graines pour les oiseaux et un petit pot de myosotis, elles prirent le chemin du retour. La route longeait une rivière paisible bordée de saules pleureurs. L'endroit était d'une beauté sereine. « Maman venait souvent ici, » dit soudain Lucie. Pour réfléchir, elle disait. Alba sentit à nouveau cette étrange familiarité. Elle pouvait presque voir une silhouette assise sous l'un des saules, un carnet sur les genoux. De retour au manoir, elles se dirigèrent vers le jardin pour installer les graines. Alors qu'elle traversait une petite allée de gravier, Lucie trébucha et tomba. Alba se précipita pour l'aider à se relever. « Ce n'est rien !» la rassura-t-elle en époussetant sa robe. « Tu t'es fait mal !» Lucie secoua la tête.
Puis son regard s'illumina. « Regarde !» s'exclama-t-elle en ramassant quelque chose dans les graviers. C'était un petit objet métallique. En le prenant dans sa main, Alba sentit son cœur s'arrêter. La moitié d'un bracelet en argent, identique au sien, mais avec le mot « Blanchard » gravé dessus. « C'est ta maman ?» s'écria Lucie, surexcitée. Elle l'a perdue et était tellement triste, les doigts tremblants. Alba sortit de sa poche sa propre moitié. Les 2 morceaux s'emboîtaient parfaitement. D'un côté, on pouvait lire « Cécile », de l'autre « Blanchard ». « Tu as l'autre morceau », s'étonna Lucie, les yeux écarquillés. « Comment ?» Alba ne pouvait répondre, submergée par une émotion qu'elle ne comprenait pas. Ce bracelet, ce fragment de métal qui l'avait accompagné toute sa vie, s'avérait être celui de Cécile Blanchard. Était-ce une simple coïncidence ou la preuve d'un lien qu'elle n'osait encore imaginer? La tête lui tournait. Elle s'assit sur un banc, les 2 moitiés du bracelet serrées dans sa paume. « Il faut montrer ça à papa », insista Lucie, tirant sur sa manche. « Oui, bien sûr », murmura Alba, encore sous le choc. Elles trouvèrent Didier dans son bureau, en pleine conversation téléphonique, en les voyant entrer. Il s'excusa auprès de son interlocuteur et raccrocha. « Qu'y a-t-il ? Vous semblez bouleversé ?» « Alba, papa, regarde !» s'exclama Lucie avant qu'Alba ne puisse parler. « On a trouvé le bracelet de maman, et Alba a l'autre morceau. » Didier prit les 2 fragments qu'Alba lui tendait d'une main hésitante. Son visage se décomposa littéralement lorsqu'il comprit ce qu'il tenait. « C'est impossible !» murmura-t-il, examinant les 2 moitiés qui s'assemblaient parfaitement. « Ce bracelet, » commença Alba, la gorge serrée, « c'est tout ce que j'ai jamais eu de mon passé. » Le regard de Didier passa des morceaux de métal au visage d'Alba, puis à Lucie qui observait la scène avec une curiosité innocente. « Lucie, ma chérie, » dit-il finalement, « pourquoi n'irais-tu pas montrer à Madame Fournier les jolies fleurs que vous avez achetées ?» La petite fille fit la moue mais obéit, sentant l'importance du moment. Une fois seul, Didier s'approcha d'Alba, toujours sous le choc. « Ce bracelet appartenait à ma femme, » dit-il doucement. « C'était un cadeau de mariage. Il s'est brisé environ 1 an avant. L'accident, Cécile était inconsolable. Bien plus que ne le justifiait la perte d'un simple bijou. Elle a cherché partout la moitié manquante. Jamais je n'aurais imaginé que je la possédais, » termina Alba dans un souffle. « Comment est-ce possible ?» Didier secoua la tête, visiblement troublé. « Je l'ignore, mais ce n'est pas une coïncidence. Ça ne peut pas l'être. » Il posa délicatement les 2 moitiés sur son bureau. « Alba, j'ai lancé une enquête discrète sur votre passé. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais ces similarités, ces coïncidences, elles sont trop nombreuses pour être ignorées. » Alba aurait dû se sentir offensée, mais étrangement, elle éprouvait presque du soulagement. « Avez-vous découvert quelque chose ?»« Pas encore, mais maintenant. » Il désigna le bracelet reconstitué. « Maintenant, je suis certain qu'il existe un lien entre vous et Cécile, un lien que nous devons élucider. » Cette nuit-là, Alba ne trouva pas le sommeil. Les événements de la journée tournaient en boucle dans son esprit, le bracelet, les myosotis, la rivière. Chaque nouvel élément semblait la rapprocher d'une vérité encore indéchiffrable. Vers 3 heures du matin, incapable de rester allongée plus longtemps, elle se leva et quitta sa chambre. Ses pas la guidèrent instinctivement vers l'aile ouest du manoir, celle qu'elle n'avait jamais explorée. Elle savait que les appartements privés de Cécile s'y trouvaient, fermés depuis sa mort, puis ça. Devant une grande porte en bois sombre, Alba hésita. Ce qu'elle s'apprêtait à faire, s'introduire dans les appartements de la défunte, était une violation de l'intimité des Blanchard, mais quelque chose de plus fort que la raison la poussait en avant. La porte était verrouillée, bien sûr. Alba s'apprêtait à rebrousser chemin quand son regard tomba sur un vase posé sur une console. Sans réfléchir, elle plongea la main derrière le meuble et en retira une petite clé. Comment avait-elle su? Encore cette connaissance inexplicable, ces gestes guidés par une mémoire qui n'était pas censée être la sienne. La clé tourna sans bruit dans la serrure. Alba pénétra dans une antichambre élégante. Éclairée par la seule lueur de la lune filtrant à travers les rideaux de voile, tout était resté intact, comme si Cécile allait revenir d'un instant à l'autre, sur une coiffeuse, des flacons de parfum, des bijoux, un livre à moitié lu. Alba s'en approcha, le cœur battant. Ses doigts effleurèrent un flacon d'essence de rose. L'odeur qui s'en échappa la frappa comme un coup physique.
C'était le parfum de ses rêves, celui qui accompagnait toujours la silhouette floue de la femme qui lui tendait les bras. Un bruit de pas dans le couloir la fit sursauter. Alba se figea, prise en flagrant délit. La porte s'ouvrit lentement, révélant la silhouette de Didier. « Je savais que je vous trouverais ici », dit-il doucement, sans colère apparente. « Je suis désolé », balbutia Alba, mortifiée. « Je n'avais pas le droit de... »« Comment avez-vous trouvé la clé ?» l'interrompit-il. Alba hésita. « Je l'ai su, c'est tout. Comme si je l'avais toujours su. » Didier acquiesça lentement, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Personne ne connaissait cette cachette. Personne sauf Cécile et moi. Il s'avança dans la pièce, regardant autour de lui avec une nostalgie palpable. Je n'ai pas eu le courage de toucher à quoi que ce soit depuis sa mort. Il se tourna vers Alba, son regard empreint d'une émotion indéfinissable. Que cherchez-vous exactement, Alba ? La question la prit au dépourvu. Que cherchait-elle vraiment ? Des réponses, des preuves, une connexion avec cette femme qu'elle n'avait jamais connue, mais qui semblait avoir laissé son empreinte dans chaque recoin de son être. La vérité, murmura-t-elle finalement. Je veux comprendre pourquoi je ressens ces choses, pourquoi je connais des détails que je ne devrais pas connaître, pourquoi Lucie m'a accepté instantanément. Je veux comprendre qui je suis vraiment. Didier s'approcha d'elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Alors nous chercherons ensemble, dit-il doucement, parce que moi aussi, j'ai besoin de savoir. L'intensité de son regard fit frissonner Alba. Il y avait là plus que de la curiosité ou du trouble. Une émotion plus profonde, plus personnelle. Le temps sembla se suspendre dans cette chambre figée par le deuil, où deux êtres liés par un mystère insondable se regardaient en silence. À la frontière d'une vérité qui pourrait tout changer, l'aube pointait à peine lorsqu'Alba quitta les appartements de Cécile. La nuit avait été longue, marquée par des conversations à voix basse avec Didier, des confidences échangées dans la pénombre d'une chambre chargée de souvenirs. Il lui avait parlé de Cécile, de leur rencontre, de leur vie ensemble. Des détails qu'Alba avait écoutés avec une étrange sensation de déjà-vu, comme si on lui racontait une histoire qu'elle connaissait déjà. En retournant vers sa chambre, Alba croisa Madame Fournier qui, malgré l'heure matinale, était déjà en train de superviser le ménage. La gouvernante posa sur elle un regard indéchiffrable. « Vous êtes matinale, mademoiselle Rousseau », remarqua-t-elle simplement. « Je n'arrivais pas à dormir », répondit Alba. Consciente que ses cernes trahissaient sa nuit blanche, la vieille femme hocha la tête, comme si cette réponse était parfaitement compréhensible. Les murs de cette maison gardent bien des secrets. Certains d'entre eux ont le don de nous tenir éveillés. Sur ces paroles énigmatiques, elle poursuivit son chemin, laissant Alba troublée. Madame Fournier en savait-elle plus qu'elle ne le laissait paraître. La matinée s'écoula paisiblement. Alba s'occupa de Lucie comme à son habitude. Mais son esprit était ailleurs. Ressassant sa conversation nocturne avec Didier, il lui avait promis de partager avec elle les résultats de son enquête dès qu'il aurait des informations concrètes, après le déjeuner. Tandis que Lucie faisait sa sieste habituelle, Alba décida d'explorer davantage le manoir. Son intuition la guidait vers les parties les plus anciennes de la bâtisse. Au bout d'un long couloir du 2e étage, elle découvrit un escalier étroit qui semblait mener au comble. Sans hésiter, elle grimpa les marches grinçantes. Le grenier était vaste, poussiéreux, empli d'objets hétéroclites accumulés au fil des générations. Meubles recouverts de draps, malles anciennes, tableaux retournés contre les murs. Alba avança prudemment entre les reliques, attirée par une force invisible vers le fond de la pièce. Là, sous une lucarne, se trouvait un secrétaire en bois de rose. Sa beauté délicate détonnait dans cet espace de rebut. D'une main tremblante, elle ouvrit le battant principal. L'intérieur était méticuleusement organisé. Papier, carnet, enveloppe, tous rangés avec soin. Sur le dessus reposait un journal intime à la couverture de cuir bleu. Alba le prit délicatement. Une inscription à l'intérieur confirmait qu'il s'agissait bien de celui de Cécile Blanchard. Les pages jaunies contenaient une écriture fine et élégante, si semblable à la sienne que cela en était troublant. Elle commença à lire au hasard. La plupart des entrées concernaient la vie quotidienne au manoir. Des anecdotes sur Lucie bébé, des réflexions personnelles, puis son regard fut attiré par une page datée de 5 ans auparavant, environ 1 an avant la mort de Cécile. « Ma petite étoile perdue me hante toujours », avait écrit Cécile.
Chaque anniversaire est une torture. Elle aurait 20 ans aujourd'hui. Où est-elle? Est-elle heureuse? C'est elle seulement que je n'ai jamais voulu l'abandonner. Le cœur d'Alba se mit à battre la chamade, de qui parlait Cécile, qui était cette petite étoile perdue. Elle tourna fébrilement les pages, cherchant d'autres références. Plusieurs entrées mentionnaient cette mystérieuse personne. Toujours avec la même douleur palpable, mais sans jamais révéler son identité ou les circonstances de sa disparition. Une entrée, datée de 3 mois avant l'accident, retint particulièrement son attention. Philippe menace à nouveau de tout révéler. Il ne comprend pas que ce secret n'est pas seulement le mien. C'est aussi celui de ma fille, de ma précieuse étoile. S'il parle, il détruira des vies. Je ne peux pas le laisser faire. Alba frissonna. Quel secret Philippe menaçait-il de révéler? Et quel lien cela avait-il avec cette personne que Cécile appelait sa petite étoile? Soudain, un bruit de pas dans l'escalier la fit sursauter. Elle referma précipitamment le journal et le remit à sa place, juste à temps pour voir Didier apparaître à l'entrée du grenier. « Alba, que faites-vous ici ?» Il n'y avait pas de colère dans sa voix, seulement de la surprise. « J'explorais, » répondit-elle maladroitement. « Ce manoir est si grand, si plein d'histoires. » Didier s'approcha, son regard se posant sur le secrétaire. C'était celui de Cécile. Elle venait souvent écrire ici, loin de l'agitation du manoir. Un sourire mélancolique passa sur ses lèvres. Elle disait que c'était son refuge, son espace de liberté. Alba acquiesça silencieusement. Tiraillée entre l'envie de partager sa découverte et la crainte de paraître indiscrète, finalement, elle opta pour l'honnêteté. « J'ai trouvé son journal », admit-elle doucement, « et j'ai lu quelques passages. » Elle s'attendait à ce qu'il se mette en colère, mais Didier resta calme. « Et qu'avez-vous découvert ?» Elle mentionne une petite étoile perdue, une personne qui semble lui manquer terriblement. Alba hésita avant d'ajouter « Qui était-ce » Didier soupira profondément, s'asseyant lourdement sur une malle poussiéreuse. « Je ne sais pas. C'est l'un des mystères que Cécile a emporté avec elle. » Il leva les yeux vers Alba. Elle avait des secrets, même pour moi, parfois. Je la surprenais en larmes, fixant une date sur le calendrier. Quand je lui demandais pourquoi, elle détournait la conversation. « Et Philippe ?» osa demander Alba. « Quel rôle joue-t-il dans tout ça ?» Le visage de Didier s'assombrit. Philippe et Cécile partageaient un passé que je n'ai jamais totalement compris. Ils ont grandi ensemble après la mort prématurée de leurs parents. Ce lien, cette complicité, je n'y ai jamais eu accès. Alba s'approcha du secrétaire et rouvrit le journal, cherchant la page qu'elle avait lue. « Regardez », dit-elle en montrant l'entrée concernant Philippe. Il la menaçait de révéler un secret lié à cette petite étoile. Didier parcourut la page, son visage se figeant sous le choc. « Je n'avais jamais lu son journal », murmura-t-il. « Je n'aurais jamais osé. » Un silence pesant s'installa entre eux, chargé de non-dits et de questions sans réponse. « Nous devrions redescendre », dit finalement Didier. « Lucie va bientôt se réveiller. » Alors qu'il s'apprêtait à quitter le grenier, Alba fut attirée par une petite boîte en bois posée sur une étagère. Sans réfléchir, elle s'en saisit et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une médaille de baptême en or, gravée au nom de Célie Mercier, et datée d'il y a 25 ans. « Célie ?» s'étonna Alba. « Qui est-ce » Didier examina la médaille avec confusion. « Je n'en ai aucune idée. Ce prénom ne me dit rien. Mercier est le nom de jeune fille de Cécile. Mais je n'ai jamais entendu parler d'une Célie dans sa famille. » Alba sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Célie, ce prénom résonnait en elle comme un écho lointain, familier et étranger à la fois. Ils redescendirent en silence, chacun perdu dans ses pensées, au bas de l'escalier. Ils tombèrent nez à nez avec Madame Fournier, qui les observait avec une expression insondable. « Monsieur ?» dit-elle de sa voix toujours égale. « Jean-Pierre est revenu. Il vous attend dans votre bureau. Il dit que c'est urgent. » Didier hocha la tête. « J'arrive tout de suite. » Se tournant vers Alba, il ajouta. « Nous continuerons cette conversation plus tard. » Restée seule avec la gouvernante, Alba fut surprise de la voir s'approcher, comme si elle souhaitait lui parler à l'abri des oreilles indiscrètes. « Mademoiselle Rousseau, » commença Madame Fournier à voix basse, « il y a des choses que vous devriez savoir, des choses que je suis peut-être la seule à connaître désormais. » Alba sentit son cœur s'accélérer.
Quelle chose? Pas maintenant, répondit la vieille femme en jetant un regard inquiet vers le couloir. Ce soir, quand tout le monde dormira, retrouvez-moi dans la cuisine. Sans attendre de réponse. Elle s'éloigna de son pas mesuré, laissant Alba avec plus de questions encore. L'après-midi passa avec une lenteur exaspérante. Alba s'efforça de se concentrer sur Lucie, sur leur jeu, sur la leçon de lecture qu'elles avaient prévue, mais son esprit revenait sans cesse aux découvertes du matin, le journal, la médaille, les promesses de révélation de Madame Fournier. Tout cela formait un puzzle dont les pièces refusèrent de s'assembler. Le dîner fut silencieux. Didier semblait préoccupé, perdu dans ses pensées. À plusieurs reprises, Alba surprit son regard posé sur elle, intense et interrogateur. Lorsqu'elle coucha Lucie ce soir-là, la petite fille lui fit une demande inhabituelle. « Tu peux me chanter la chanson de maman ?» Alba hésita. « Quelle chanson, ma puce ?»« Celle des étoiles. Maman la chantait toujours avant que je dorme. » Sans savoir comment ni pourquoi, Alba commença à fredonner une mélodie qu'elle n'avait jamais entendue, mais qui semblait couler naturellement de ses lèvres. Une berceuse douce et mélancolique, qui parlait d'étoiles veillant sur les enfants endormis. Lucie sourit, ses paupières devenant lourdes. « Tu la chantes exactement comme maman », murmura-t-elle avant de s'endormir. Alba resta immobile, glacée par cette nouvelle manifestation de cette connaissance inexplicable qui l'habitait. Comment pouvait-elle connaître une berceuse que seule Cécile chantait à sa fille? Minuit approchait lorsqu'Alba descendit discrètement vers la cuisine. Madame Fournier l'y attendait déjà, assise à la grande table en bois, une tasse de thé fumant devant elle. Une seconde tasse attendait Alba. « Asseyez-vous » dit simplement la gouvernante. « Nous avons beaucoup à nous dire. » La cuisine était plongée dans une semi-pénombre, uniquement éclairée par une petite lampe à huile que Madame Fournier avait posée sur la table. Cette lumière tamisée créait une atmosphère à la fois intime et solennelle, comme si la pièce elle-même se préparait à abriter des confidences trop longtemps tues. « Asseyez-vous » répéta doucement la gouvernante, indiquant la chaise face à elle. Alba s'exécuta, le cœur battant. La tasse de thé fumante dégageait un parfum de menthe et de miel. Exactement comme elle l'aimait, encore un de ces détails troublants. « Je suis au service des Blanchard depuis plus de 25 ans, commença Madame Fournier d'une voix posée. J'étais déjà là quand Didier a rencontré Cécile. J'ai assisté à leur mariage, à la naissance de Lucie et à d'autres événements que peu de gens connaissent. » Elle prit une gorgée de thé, semblant chercher ses mots avec prudence. Madame Blanchard avait une vie avant monsieur. Une vie dont elle parlait peu, mais qui l'a hantée. La petite étoile perdue, hasarda Alba. Les yeux de la gouvernante s'écarquillèrent tout légèrement. Vous êtes donc au courant? J'ai trouvé des mentions dans son journal, mais sans comprendre de qui il s'agissait. Madame Fournier hocha lentement la tête. Je n'ai pas toutes les réponses, mademoiselle Rousseau. Mais ce que je sais, c'est que Madame Blanchard se rendait régulièrement dans un village de Bourgogne, toujours à la même date. Jean-Pierre l'y conduisait, dans le plus grand secret. Jean-Pierre, s'étonna Alba. Le chauffeur était dans la confidence. Jean-Pierre était plus qu'un simple chauffeur pour madame. Il était son confident, son allié dans cette quête. La vieille femme semblait hésiter à poursuivre. Ce n'est pas à moi de vous révéler certaines choses, mademoiselle, mais je pense sincèrement que vous devriez parler à Jean-Pierre. Il en sait bien plus que moi. Alba sentit la frustration monter en elle. Pourquoi me dire tout ça maintenant? Pourquoi pas dès mon arrivée? Le regard de Madame Fournier se fit plus intense. Parce que j'attendais d'être sûre. Sûre de quoi? De qui vous êtes? Elle tendit une main ridée vers le visage d'Alba, s'arrêtant à quelques centimètres, sans la toucher. Dès que je vous ai vu, j'ai su qu'il y avait quelque chose. Cette ressemblance. Ce n'est pas seulement physique, c'est dans vos gestes, votre façon de parler, de vous tenir. Et puis il y a Lucie, qui vous a reconnu instantanément. Alba sentit sa gorge se nouer. Reconnu? Que voulez-vous dire? Mais la gouvernante secouait déjà la tête. Je vous en ai trop dit. Le reste doit venir de Jean-Pierre. Il est sorti ce soir, mais il reviendra demain matin. Parlez-lui. Sur ces paroles, elle se leva, signifiant que leur entretien était terminé. Une dernière chose. Mademoiselle Rousseau, méfiez-vous de Monsieur Philippe. Il sait des choses, lui aussi. Des choses qu'il préférerait voir rester enfouies. La nuit fut longue et agitée pour Alba. Les paroles de Madame Fournier tournaient en boucle dans son esprit, alimentant ses questions sans apporter de réponse.
Qui était-elle vraiment? Quel lien la rattachait à Cécile Blanchard? Et pourquoi Philippe semblait-il si hostile à sa présence? L'aube pointait à peine lorsqu'elle entendit le bruit d'une voiture dans la cour. Par la fenêtre de sa chambre, elle aperçut Jean-Pierre qui descendait d'un véhicule, l'air épuisé, sans attendre. Elle s'habilla rapidement et descendit. Elle le trouva dans la cuisine, buvant un café noir en silence. Lorsqu'il la vit entrer, il se figea, comme pris en faute. « Mademoiselle Rousseau, il est bientôt. J'ai besoin de vous parler, Jean-Pierre, » dit-elle sans préambule. « Et je crois que vous le savez ?» Le vieil homme soupira profondément, soudain vieilli de 10 ans. « Madame Fournier vous a parlé, n'est-ce pas? Elle m'a dit que vous emmeniez Madame Blanchard en Bourgogne régulièrement, dans le secret. » Jean-Pierre resta silencieux un long moment, puis fit un geste vers la chaise en face de lui. « Asseyez-vous. Cette conversation sera longue. » Pendant près d'1 heure, le vieil homme parla d'une voix basse, presque murmurée, comme s'il craignait que les murs eux-mêmes ne l'entendent. Il raconta comment, 3 ou 4 fois par an, il conduisait Cécile dans un petit village de Bourgogne. Comment elle passait des heures à observer de loin une maison modeste à la périphérie du bourg. Comment parfois, elle pleurait silencieusement dans la voiture au retour. « Qui habitait cette maison ?» demanda Alba, le cœur battant à tout rompre. Une femme âgée, Marguerite Rousseau, et une petite fille qu'elle avait recueillie, une enfant trouvée au bord d'une route, selon les rumeurs locales. Alba sentit le monde vaciller autour d'elle. « Vous parlez de... moi ?» Jean-Pierre acquiesça gravement. « La première fois que je vous ai vu ici, j'ai cru voir un fantôme. Vous êtes son portrait craché. Mais pourquoi? Pourquoi Cécile m'observait-elle de loin? Pourquoi ne jamais s'être manifestée ?» Le chauffeur détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Vous en savez plus, » insista Alba, sentant la colère monter en elle. « Qui était Cécile pour moi ?» Jean-Pierre resta silencieux, son visage reflétant un combat intérieur. Finalement, il soupira profondément. « Vous devriez parler à Monsieur Blanchard. Il a reçu des documents hier, des documents qu'il attendait depuis longtemps. Je crois qu'ils contiennent les réponses que vous cherchez. » À cet instant, la porte de la cuisine s'ouvrit. Révélant Didier, son visage était pâle, ses traits tirés, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. « Alba, » dit-il simplement, « j'allais justement vous chercher. » Jean-Pierre se leva précipitamment. « Monsieur, je... » « C'est bon, Jean-Pierre, » l'interrompit doucement Didier. « Je crois qu'il est temps que certaines vérités soient révélées. » Le chauffeur hocha la tête avec gratitude et quitta la pièce, laissant Alba seule avec Didier. « Vous avez découvert quelque chose ?» dit-elle, constatant plus que questionnant. « Oui. » Il s'approcha, posant sur la table une enveloppe brune. « Les résultats du détective privé que j'ai engagé pour enquêter sur votre passé et d'autres documents, des documents que Cécile avait cachés. » Alba fixa l'enveloppe, partagée entre la peur et l'impatience. Qu'ont-ils révélé? C'est complexe. Il s'assit face à elle, ses yeux plongés dans les siens. « Alba, avant que je ne vous montre ces documents, je veux que vous sachiez une chose. Quelle que soit la vérité qu'ils contiennent, cela ne change rien à ce que vous êtes devenue pour nous, pour Lucie, pour... moi. » Il y avait tant d'émotions dans sa voix qu'Alba en fut troublée. Elle tendit une main tremblante vers l'enveloppe. « Je dois savoir. » Didier acquiesça gravement et sortit plusieurs feuillets de l'enveloppe. Des certificats, des lettres, des rapports officiels. Mais ce qui retint immédiatement l'attention d'Alba fut une photographie jaunie par le temps. Elle montrait une jeune femme tenant un bébé dans ses bras, Cécile, bien plus jeune, et un nourrisson qui n'était pas Lucie. « Cécile a eu un enfant avant de me rencontrer, » dit doucement Didier. « Une petite fille, née d'une relation qu'elle a eue très jeune avec. Un homme plus âgé, un homme marié. » Alba sentait son cœur battre si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Sa famille l'a forcée à abandonner l'enfant à la naissance. Philippe particulièrement tenait à éviter tout scandale. Elle n'a jamais su où le bébé avait été placé. Pendant des années, elle l'a cherché, sans succès. Et puis, murmura Alba, le souffle court. Et puis un jour, par un concours de circonstances incroyables, elle a découvert que sa fille avait été trouvée au bord d'une route par une femme nommée Marguerite Rousseau. Le monde semblait s'être arrêté de tourner. Vous êtes en train de me dire que... Oui, Alba, selon ces documents,
Vous êtes la fille biologique de Cécile, la petite étoile perdue, dont elle parlait dans son journal. Le choc était tel qu'Alba se sentit défaillir. Toutes ces sensations de déjà-vu, cette connaissance inexplicable des lieux et des habitudes de Cécile, cette connexion immédiate avec Lucie, tout prenait soudain un sens terrible et merveilleux à la fois. Mais pourquoi ne jamais s'être manifesté? Pourquoi m'observer de loin sans jamais me parler? Didier secoua tristement la tête. Je l'ignore. Ces documents ne répondront pas à tout. Je suppose qu'elle avait ses raisons. Peut-être craignait-elle de bouleverser votre vie, ou peut-être... Il s'interrompit, comme frappé par une pensée soudaine. Peut-être craignait-elle les réactions de certaines personnes, compléta-t-il plus bas. Des personnes comme Philippe, à la mention de ce nom, Alba sentit un frisson la parcourir. Si elle était bien la fille de Cécile, cela faisait de Philippe son oncle, un oncle qui, pour une raison encore obscure, semblait déterminé à la tenir éloignée du manoir Blanchard. Il y a autre chose. N'est-ce pas? Demanda-t-elle, percevant l'hésitation de Didier. Il acquiesça lentement. L'accident de Cécile, il s'est produit sur une route qui mène à votre village, selon Jean-Pierre. Elle lui avait confié ce jour-là qu'elle était enfin prête à vous rencontrer, à vous dire la vérité. Cette révélation frappa Alba comme un coup physique. Sa mère, car c'était bien ce qu'était Cécile, était morte alors qu'elle venait la retrouver. Le destin les avait séparées à l'instant même où elles auraient pu enfin se réunir. Les larmes qu'Alba retenait depuis le début de cette conversation se mirent à couler librement sur ses joues, des larmes pour une mère qu'elle n'avait jamais connue. Pour des années perdues, pour une vérité si longtemps cachée, Didier se leva et vint s'agenouiller près d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Alba, je ne peux pas imaginer ce que vous ressentez en ce moment, mais sachez une chose, si ces documents disent vrai, vous êtes chez vous ici. » Elle leva vers lui un regard troublé par les larmes. « Et maintenant, que va-t-il se passer ?» Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit de moteur se fit entendre dans la cour, par la fenêtre de la cuisine. Ils aperçurent une voiture de luxe noire qui s'arrêtait devant le manoir. « Philippe » murmura Didier, son visage se durcissant. « Il est revenu. » La voiture noire de Philippe était à peine arrêtée qu'il en sortait déjà, ajustant élégamment sa cravate. Son pas déterminé résonnait sur les graviers, tandis qu'il se dirigeait vers l'entrée principale. Didier jeta un regard préoccupé à Alba. « Il ne faut pas qu'il voie ces documents, » dit-il en rassemblant rapidement les papiers épars sur la table. « Pas tout de suite. » Alba acquiesça silencieusement, encore sous le choc des révélations. Elle était la fille de Cécile Blanchard. Cette vérité, à la fois incroyable et pourtant si évidente maintenant, résonnait dans son esprit comme un écho sans fin. Madame Fournier apparut dans l'encadrement de la porte. « Monsieur Philippe demande à vous voir immédiatement, monsieur. Il semble. » Agité, Didier glissa les documents dans l'enveloppe qu'il tendit discrètement à Alba. « Gardez-les en lieu sûr, nous en reparlerons. » Tandis qu'il se dirigeait vers le hall d'entrée, Alba glissa l'enveloppe sous son gilet. Son cœur battait à tout rompre, non seulement à cause de ce qu'elle venait d'apprendre, mais aussi par appréhension face à cette nouvelle confrontation avec Philippe. Ils trouvèrent ce dernier faisant les 100 pas dans le salon principal, un verre de whisky déjà à la main malgré l'heure matinale. « Didier !» s'exclama-t-il, un sourire tendu sur les lèvres. « Et mademoiselle Rousseau, toujours parmi nous, à ce que je vois ?» Son regard s'attarda sur Alba avec une intensité dérangeante. Y avait-il de la reconnaissance dans ses yeux gris? Savait-il qui elle était vraiment? Que nous vaut le plaisir de cette visite imprévue? « Philippe !» demanda Didier d'un ton neutre. Philippe avala une gorgée de whisky avant de répondre. « Une affaire urgente, quelque chose qui ne peut attendre. » Son regard passa de Didier à Alba. « Une conversation privée, si tu le permets. » Alba s'apprêtait à quitter la pièce quand la voix de Didier l'arrêta. « Alba fait partie de cette famille maintenant. Ce que tu as à dire peut être dit devant elle. » Ces mots, simples mais puissants, touchèrent Alba au plus profond de son être. Famille, un concept qui prenait soudain une nouvelle dimension. Le visage de Philippe se durcit. « Comme tu voudras. » Il posa son verre et sortit de la poche intérieure de sa veste une enveloppe qu'il jeta sur la table basse. « J'ai engagé un détective privé, moi aussi, pour enquêter sur ta nurse. » Didier ne parut pas surpris. Et qu'a-t-il découvert? Des choses fascinantes. Philippe ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs photographies qu'il étala sur la table. Voici mademoiselle Rousseau il y a 3 ans, travaillant dans une agence d'enquête privée à Paris,
une agence spécialisée dans la recherche de personnes disparues. Alba regarda les photos avec stupéfaction. C'était bien elle, plus jeune, dans un bureau qu'elle ne reconnaissait pas, parlant avec des gens qu'elle n'avait jamais vus. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais travaillé dans une telle agence. Je n'ai jamais mis les pieds à Paris avant de venir ici, » compléta Philippe avec un sourire satisfait. « Étrange, n'est-ce pas? D'autres photos la montrent à Lyon, il y a 2 ans, observant ce manoir. » Il sortit d'autres clichés, montrant effectivement une femme ressemblant à Alba devant les grilles du domaine Blanchard. « Ce n'est pas moi, » protesta Alba, de plus en plus confuse. Didier s'empara des photographies, les examinant attentivement. « Ces images ont été manipulées, » déclara-t-il finalement. « Je reconnais un travail de photomontage quand j'en vois un. » Philippe eut un rire sec. « Bien sûr, c'était prévisible. » Il se tourna vers Alba. « Qui êtes-vous vraiment, mademoiselle Rousseau? Quelle est votre véritable mission ici ?» Avant qu'Alba ne puisse répondre, Lucie apparut dans l'encadrement de la porte, ses petits poings serrés autour d'un ours en peluche. « Oncle Philippe, » dit-elle d'une voix étonnamment ferme pour une enfant de son âge, « pourquoi tu es méchant avec Alba ?» Philippe se figea à la vue de sa nièce. « Lucie, chérie, ce sont des conversations d'adultes. Tu devrais retourner dans ta chambre. » Mais la petite fille avança dans la pièce, se plaçant résolument aux côtés d'Alba. « Alba est gentille, elle chante comme maman. Elle connaît toutes les histoires que maman racontait. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Les paroles innocentes de Lucie semblaient confirmer ce que les documents avaient révélé, ce lien inexplicable entre Alba et Cécile. Le visage de Philippe pâlit légèrement. Son regard alla de Lucie à Alba, puis à Didier. « Je vois, » dit-il lentement. « Le piège est bien en place. » Il se tourna vers Didier, son masque de civilité s'effritant pour révéler une colère à peine contenue. « Tu as trouvé les documents, n'est-ce pas? Ceux que Cécile avait cachés. » Didier ne répondit pas, mais son regard parlait pour lui. « Tu crois vraiment à cette histoire ?» poursuivit Philippe, sa voix montant d'un cran. « Cette fille débarque de nulle part, avec une ressemblance frappante avec ma sœur, et soudain, tu découvres des papiers qui la désignent comme sa fille cachée. Tu ne trouves pas ça un peu trop commode ?» Alba sentit la colère monter en elle, balayant momentanément sa confusion. Les papiers ne mentent pas, les tests ADN non plus. Ces mots, qu'elle n'avait pas prévu de prononcer, semblèrent frapper Philippe comme un coup physique. Il vacilla légèrement. « Quel test ADN ?» murmura-t-il, soudain moins assuré. « Ceux que j'ai fait réaliser la semaine dernière, » intervint Didier, saisissant l'ouverture créée par Alba. Entre un échantillon d'ADN de Cécile que nous avions conservé et celui d'Alba, le résultat est sans appel. Il y a bien un lien maternel. Alba retint son souffle, comprenant que Didier mentait pour acculer Philippe. Il n'y avait jamais eu de test ADN. Le visage de Philippe passa par toute une gamme d'émotions. Choc, incrédulité, puis une colère froide. « C'est impossible », siffla-t-il. Cet enfant a été confié à une institution qui garantissait qu'elle ne pourrait jamais être retrouvée. J'ai personnellement veillé à... Il s'interrompit brusquement, réalisant ce qu'il venait d'admettre. Le silence qui suivit était assourdissant. Didier fit un pas vers Philippe, son visage transformé par une fureur contenue. « Tu as personnellement veillé à quoi exactement, Philippe ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement calme. « À ce que la fille de ta sœur disparaisse à jamais, à ce que Cécile ne puisse jamais la retrouver. » Philippe recula, sur la défensive. « Tu ne comprends pas, notre famille, notre nom, Cécile était tellement jeune, cette grossesse aurait ruiné sa vie, notre réputation. »« Sa vie, » répéta Alba. Incrédule. « Ou la vôtre, votre précieuse réputation. » Les yeux de Philippe se plissèrent dangereusement. « Tu ne sais rien, petite, rien des sacrifices que j'ai faits pour protéger ma sœur. »« La protéger ?» s'écria Alba, en la séparant de son enfant, en la laissant passer des années à chercher désespérément sa petite étoile perdue. Lucie, effrayée par la tension grandissante, se serra contre Alba, qui l'entoura instinctivement de ses bras. Ce geste de protection si naturel, si maternel, sembla toucher une corde sensible chez Philippe. « Elle te cherchait », admit-il finalement, sa voix soudain lasse. « Pendant des années. Elle ne m'a jamais pardonné d'avoir arrangé ton adoption. Quand elle a finalement retrouvé ta trace, j'ai essayé de la dissuader de te contacter. Je craignais que tout ne s'effondre. Que s'est-il passé le jour de l'accident ?
demanda Didier, posant la question qui brûlait les lèvres d'Alba. Philippe détourna le regard. Elle m'avait appelé, disant qu'elle ne pouvait plus vivre avec ce secret, qu'il était temps que sa fille sache la vérité, que toi aussi, Didier, tu devais savoir. J'ai essayé de la convaincre d'attendre, mais elle était déterminée. Elle prenait déjà sa voiture pour aller la voir. Il s'interrompit, incapable de continuer. « Tu étais avec elle ce jour-là, n'est-ce pas ?» insista Didier, une lueur dangereuse dans le regard. « Dans la voiture ?»« Non !» protesta Philippe, soudain paniqué. « J'étais à Paris. J'ai des témoins. Alors comment sais-tu qu'elle allait voir Alba ?»« Comment connais-tu les détails de cet accident que même la police n'a jamais élucidé ?» La question resta sans réponse. Philippe semblait pris au piège. Son masque d'assurance complètement effrité. Lucie, qui n'avait pas quitté les bras d'Alba, leva soudain les yeux vers elle. « Tu es ma sœur ?» demanda-t-elle avec cette simplicité désarmante propre aux enfants. Cette question innocente brisa la tension dans la pièce. Alba, émue aux larmes, s'agenouilla pour être à la hauteur de l'enfant. « Oui, ma puce, il semblerait que je sois ta grande sœur. » Le visage de Lucie s'illumina d'un sourire radieux. « Je le savais » s'exclama-t-elle. « C'est pour ça que tu es comme maman. C'est pour ça que je t'ai reconnue tout de suite. » Cette acceptation spontanée, cette joie pure, contrastait violemment avec l'atmosphère tendue qui régnait entre les adultes. Philippe semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Il s'effondra dans un fauteuil, la tête entre les mains. « Tout est fichu » murmura-t-il. « Tout ce que j'ai fait pour préserver notre nom, notre fortune. »« Notre nom, notre fortune » répéta Didier avec dégoût. « C'est donc tout ce qui t'importe. » Il se tourna vers Alba, son regard s'adoucissant immédiatement. « Il nous reste beaucoup de questions sans réponse. Mais une chose est sûre, vous êtes chez vous ici. Alba, vous l'avez toujours été. » Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi les portes du manoir Blanchard, Alba sentit qu'elle avait enfin trouvé sa place. Non pas comme une étrangère, ni même comme une employée, mais comme un membre à part entière de cette famille fracturée qui commençait tout juste à se reconstruire. Le regard défait de Philippe, cependant, lui rappelait que le chemin vers la vérité complète serait encore long et semé d'embûches. Quels autres secrets restaient encore enfouis dans les ombres du passé? Le silence qui s'abattit sur le salon après les révélations de Philippe était presque tangible. Didier fut le premier à le rompre, sa voix tranchante comme une lame. « Je veux que tu quittes cette maison, Philippe, maintenant. » Philippe releva la tête, son regard oscillant entre défaite et défiance. « Tu ne peux pas me chasser comme ça, pas avant que nous ayons réglé cette situation. »« Il n'y a rien à régler, » répliqua Didier. « Tu as délibérément séparé une mère de son enfant. Tu as manipulé Cécile pendant des années, et Dieu sait ce que tu as fait d'autre. » Alba, qui tenait toujours Lucie contre elle, observait l'échange avec un mélange de colère et de tristesse. L'homme face à elle était son oncle biologique, le frère de sa mère, et pourtant, il était responsable de toutes ces années perdues, de cette enfance passée loin de sa véritable famille. « Je propose que nous discutions tous les trois. »« Calmement, » dit Philippe en reprenant contenance. « Il y a des arrangements à prendre, des détails juridiques à régler. »« Des arrangements » s'indigna Alba. « Vous parlez comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. » Philippe lui jeta un regard froid. « Justement, mademoiselle, il s'agit bien d'affaires. L'héritage de ma sœur, la réputation de notre famille, les implications juridiques de votre réapparition. » Didier s'approcha dangereusement de son beau-frère. « Sors d'ici, Philippe, avant que je ne fasse quelque chose que nous regretterions tous les deux. » Comprenant qu'il n'obtiendrait rien de plus pour l'instant, Philippe se dirigea vers la porte, non sans lancer un dernier regard à Alba. « Non, nous n'en avons pas terminé, » dit-il simplement, avant de quitter la pièce. Dès qu'il fut sorti, Didier s'empressa de rejoindre Alba et Lucie. La petite fille semblait bouleversée par la tension qui avait régné dans la pièce. « Papa, pourquoi oncle Philippe est fâché qu'Alba soit ma sœur? C'est merveilleux. »« Non. » Didier s'accroupit devant sa fille, cherchant ses mots avec précaution. « Bien sûr que c'est merveilleux, ma chérie. Ton oncle est juste, surpris. C'est une grande nouvelle pour tout le monde. » Il leva les yeux vers Alba, qui luttait visiblement pour contenir ses émotions. « Lucie, pourquoi n'irais-tu pas demander à Madame Fournier de te préparer ce chocolat chaud spécial que tu aimes tant? Nous te rejoindrons dans un moment. » Une fois Lucie partie, Alba s'effondra sur le canapé, tremblante. Il savait,
murmura-t-elle. Il savait tout depuis le début. Il a reconnu qui j'étais dès qu'il m'a vue. Didier s'assit à côté d'elle, prenant doucement sa main. J'aurais dû me douter de quelque chose. Philippe a toujours eu une emprise malsaine sur Cécile, mais je n'imaginais pas qu'il puisse aller jusque-là. Que va-t-il se passer maintenant ? Demanda Alba, la voix brisée par l'émotion. Philippe ne va pas abandonner si facilement. Et ces fausses preuves qu'il a fabriquées, ne vous inquiétez pas pour ça, la rassura Didier. Les documents que nous avons trouvés, les témoignages de Jean-Pierre et de Madame Fournier, tout cela est bien plus solide que ces photomontages grossiers. Il hésita un instant avant d'ajouter. Cependant, il a raison sur un point. Il y a des questions juridiques à régler. Votre véritable identité. Votre droit à l'héritage de Cécile. Alba secoua vigoureusement la tête. Je ne veux pas d'héritage. Je n'ai jamais voulu d'argent ou de statut social. Tout ce que je voulais, c'était comprendre pourquoi je me sentais si étrangère à ma propre vie. Pourquoi j'avais ces rêves, ces sensations de déjà-vu. Je sais, dit doucement Didier. Mais ce qui vous revient de droit, vous revient de droit. Cécile aurait voulu que vous l'ayez. Un silence s'installa entre eux, chargé de non-dits et d'émotions contenues. Finalement, Didier se leva. Nous devrions rejoindre Lucie. La pauvre petite doit être très confuse avec tout ce qui se passe. Ils retrouvèrent la fillette dans la cuisine, sirotant son chocolat chaud sous le regard bienveillant de Madame Fournier. En voyant entrer Alba, Lucie lui fit un grand sourire. « Alba, maintenant que tu es ma sœur, tu vas rester pour toujours avec nous. » Cette question innocente toucha Alba au plus profond de son être. Elle s'assit à côté de l'enfant, lissant tendrement ses cheveux. « Si ton papa est d'accord, bien sûr que je reste. » Lucie se tourna vers son père, les yeux pleins d'espoir. Didier sourit, mais avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone sonna. Madame Fournier alla répondre et revint quelques instants plus tard, le visage grave. « C'est Maître Leroy, l'avocat de Monsieur Philippe. Il souhaite vous parler de toute urgence. » Didier échangea un regard préoccupé avec Alba avant de prendre l'appel dans son bureau. Lorsqu'il revint une dizaine de minutes plus tard, son expression s'était considérablement assombrie. « Philippe a déposé une plainte, » annonça-t-il sèchement. « Il prétend qu'Alba est une imposteur qui cherche à s'approprier l'héritage des Blanchard. Il a même sous-entendu qu'elle pourrait être impliquée dans la mort de Cécile. » Alba sentit le sol se dérober sous ses pieds. « C'est absurde. J'étais à des centaines de kilomètres quand l'accident s'est produit. Je ne savais même pas qui était Cécile Blanchard. »« Je sais, » la rassura Didier. « Ces accusations sont ridicules, mais Philippe a de l'influence, des relations. Il cherche à gagner du temps, à nous déstabiliser. Que pouvons-nous faire ? J'ai déjà contacté mon propre avocat. Il sera là dans 1 heure. Entre-temps, Philippe a réussi à obtenir une ordonnance temporaire vous interdisant de quitter la région. » Alba se laissa tomber sur une chaise, abasourdie. La situation prenait une tournure cauchemardesque. En l'espace de quelques heures, elle était passée de simple nurse à héritière potentielle, puis à suspecte dans une affaire de mort suspecte. Madame Fournier s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Alba. La vérité finit toujours par éclater. » Les heures qui suivirent furent un tourbillon de conversations téléphoniques, de consultations juridiques, de recherches frénétiques de documents. L'avocat de Didier, un homme aussi imposant physiquement qu'intellectuellement, était arrivé comme promis et s'était immédiatement mis au travail. « Les accusations de M. Mercier sont graves mais fragiles », expliqua-t-il après avoir examiné tous les documents disponibles. Son principal argument repose sur l'absence de preuves génétiques formelles établissant l'affiliation entre Mademoiselle Rousseau et feu Madame Blanchard. « Un test ADN pourrait-il être réalisé ?» demanda Didier. « Bien sûr, nous pouvons comparer l'ADN de Mademoiselle Rousseau avec celui de Lucie. Elles partageraient des marqueurs maternels si elles sont demi-sœurs, ou avec des échantillons conservés de Madame Blanchard, si de tels échantillons existent. » Cette perspective donnait espoir à Alba, mais une inquiétude persistait. Et si Philippe tente de falsifier les résultats, il semble prêt à tout pour m'écarter. L'avocat hocha gravement la tête. C'est une possibilité que nous devons envisager. C'est pourquoi je suggère que les tests soient réalisés par plusieurs laboratoires indépendants, sous contrôle judiciaire. Alors qu'ils discutaient des prochaines étapes, Jean-Pierre fit irruption dans la pièce, essoufflé et visiblement agité. « Monsieur Philippe vient d'arriver avec la police. Ils ont un mandat. » Didier se leva d'un bond. « Un mandat, pour quoi faire ?» Mais il n'eut pas le temps d'obtenir une réponse.
Des pas lourds résonnaient déjà dans le hall d'entrée. Philippe apparut dans l'encadrement de la porte, flanqué de 2 officiers de police et d'un homme en costume qui se présenta comme représentant du procureur. « Mademoiselle Alba Rousseau ?» demanda l'un des policiers en s'avançant vers elle. « Nous avons un mandat pour perquisitionner vos effets personnels et procéder à votre interrogatoire concernant la mort de Madame Cécile Blanchard. » Alba se figea, incrédule. Philippe, légèrement en retrait, arborait un sourire satisfait qui lui glaça le sang. « C'est ridicule », protesta Didier, se plaçant instinctivement entre Alba et les officiers. « Sur quelle base ? Ma femme est décédée il y a plus de 3 ans dans un accident de voiture. De nouveaux éléments suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un homicide. »« Monsieur Blanchard ?» répondit froidement le représentant du procureur. « Nous avons des témoignages indiquant que mademoiselle Rousseau aurait été vue dans la région à l'époque des faits. »« C'est faux !» s'écria Alba, trouvant enfin sa voix. « J'étais en Bourgogne. Je n'ai jamais mis les pieds ici avant d'être engagée comme nurse. » Philippe s'avança, son masque de compassion ne parvenant pas à dissimuler la lueur triomphante dans son regard. « Je comprends votre désarroi, ma chère. Mais les faits sont là. Des témoins vous ont formellement identifié sur des photographies. » L'avocat de Didier intervint, sa voix calme mais autoritaire. « Mes clients coopéreront pleinement à votre enquête, messieurs. Cependant, je dois insister pour être présent lors de tout interrogatoire. Et j'aimerais voir ce mandat, si vous le permettez. » Tandis que les adultes s'affrontaient dans une bataille juridique tendue, Lucie apparut soudain, attirée par le bruit. En voyant les policiers, elle se précipita vers Alba, s'accrochant désespérément à sa jambe. « Ne laisse pas les messieurs t'emmener !» supplia-t-elle, les yeux remplis de larmes, « comme ils ont emmené maman. » Ces paroles étranges figèrent toute l'assemblée. Didier s'agenouilla devant sa fille, perplexe. « Que veux-tu dire, ma chérie ? Personne n'a emmené maman. Maman a eu un accident, tu te souviens ?» Lucie secoua vigoureusement la tête. « Non. J'ai vu oncle Philippe et maman se disputer très fort. Il a dit « Tu ne peux pas faire ça ». Et maman pleurait. Après, ils sont partis ensemble en voiture. Et maman n'est jamais revenue. Le silence qui suivit cette déclaration était assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers Philippe, dont le visage avait perdu toute couleur. « Des fabulations d'enfants », balbutia-t-il. Lucie était trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Mais le mal était fait. Le doute s'était installé, visible sur les visages des policiers et du représentant du procureur. « Je crois, » dit lentement l'avocat de Didier, « que nous devrions tous nous asseoir et reconsidérer les éléments de cette affaire, y compris le témoignage de cet enfant qui, jusqu'à présent, semble avoir été négligé dans l'enquête initiale. » Le piège que Philippe avait tendu à Alba commençait à se refermer sur lui, dans ses yeux. Pour la première fois, Alba vit pointer une lueur de panique. Cet homme qui avait manipulé tant de vies, qui avait tissé une toile de mensonges autour de sa propre sœur, était enfin acculé. La vérité, longtemps enterrée sous des années de secrets et de culpabilité, commençait enfin à remonter à la surface. Le témoignage spontané de Lucie avait changé la donne. Les policiers, soudain hésitants, échangèrent des regards incertains, tandis que le représentant du procureur se tournait vers Philippe. « Monsieur Mercier, qu'avez-vous à dire concernant ces allégations ?» Philippe, visiblement déstabilisé, tenta de reprendre contenance. « Ce sont des absurdités. Un enfant de 3 ans à l'époque ne peut pas être un témoin fiable. Lucie a probablement été influencée par sa nurse. » Mais le doute s'était insinué dans l'esprit des officiers, la détermination de la petite fille, la précision de ses souvenirs, aussi fragmentaires soient-ils, contrastait avec le malaise évident de Philippe. L'avocat de Didier saisit immédiatement l'opportunité. « Messieurs, compte tenu de ces nouveaux éléments, je suggère que nous suspendions cette perquisition jusqu'à ce que le témoignage de Lucie soit formellement recueilli par un professionnel spécialisé dans l'audition des enfants. » L'un des policiers hocha la tête, visiblement soulagé de disposer d'une excuse pour temporiser. « Cela me semble raisonnable. Nous reviendrons avec l'autorisation appropriée pour interroger la petite. » Philippe, comprenant que la situation lui échappait, se dirigea vers la porte, le visage déformé par la colère. « Vous commettez une grave erreur. Cette femme est une imposteur, et vous le découvrirez bien assez tôt. » Sur ces paroles, il quitta précipitamment le manoir, suivi quelques instants plus tard par les agents de police et le représentant du procureur, qui s'excusèrent presque de leur intrusion. Dès qu'il fut reparti, Didier serra Lucie dans ses bras. «
Tu as été très courageuse, ma chérie. » La petite fille leva vers lui un regard empreint d'une gravité surprenante pour son âge. « Je ne voulais pas qu'ils emmènent Alba, comme oncle Philippe a emmené maman. » Ces mots, prononcés avec une simplicité désarmante, confirmaient ce qu'ils commençaient tous à suspecter. Philippe avait joué un rôle dans l'accident de Cécile, une vérité trop lourde que personne n'osait encore formuler clairement. Madame Fournier s'approcha doucement. « Monsieur, maintenant que la tempête est passée, peut-être que Jean-Pierre devrait partager ce qu'il sait. » Tous les regards se tournèrent vers le vieux chauffeur qui se tenait en retrait, l'air profondément troublé. « Jean-Pierre » l'encouragea Didier. Le vieil homme soupira profondément. Le jour de l'accident, Madame m'avait demandé de préparer la voiture pour se rendre en Bourgogne. Elle était déterminée, comme jamais je ne l'avais vue. Elle m'a dit qu'il était temps de retrouver sa fille. Il jeta un regard douloureux vers Alba. « Vous » Alba sentit sa gorge se nouer. Sa mère venait la retrouver ce jour-là. Elle allait enfin la rencontrer, lui révéler la vérité. Mais au dernier moment, « Monsieur Philippe est arrivé », poursuivit Jean-Pierre. « Ils ont eu une violente dispute. J'étais dans le jardin, je n'ai pas entendu les détails. Mais Madame criait qu'elle avait le droit de connaître sa fille, que personne ne l'en empêcherait plus. Monsieur Philippe a fini par proposer de l'accompagner. Ils sont partis ensemble dans la voiture de Madame. » Il s'interrompit, visiblement bouleversé par ses souvenirs. Je n'ai jamais compris pourquoi la police a conclu à un accident. La route était parfaitement dégagée ce jour-là, et Madame était une conductrice prudente, surtout quand elle était aussi déterminée. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. L'implication de ces révélations était terrifiante. « Vous pensez que Philippe a... » commença Alba, incapable de terminer sa phrase. « Je ne sais pas, » répondit honnêtement Jean-Pierre. « Mais ce que je sais, c'est que Madame m'avait confié quelque chose avant de partir. Au cas où, m'avait-elle dit, une enveloppe, je devais vous la remettre si jamais elle ne revenait pas. » Tous le regardèrent avec stupéfaction. « Une enveloppe, » répéta Didier. « Et vous ne me l'avez jamais mentionné ?» Jean-Pierre baissa les yeux honteux. Monsieur Philippe m'a fait comprendre que ma discrétion serait généreusement récompensée. J'avais des dettes à l'époque. Et il secoua la tête, incapable de justifier davantage sa lâcheté. « Je n'ai aucune excuse. Où est cette enveloppe maintenant ?» demanda Alba, le cœur battant. « Je l'ai cachée, dans un endroit où j'étais sûre que personne ne la trouverait. » Sans plus attendre, il les conduisit à travers le manoir jusqu'à l'ancienne chambre de Cécile. Là, sous une latte du parquet, il récupéra une enveloppe jaunie par le temps, scellée par un cachet de cire rouge. « Elle est adressée à vous deux, » dit-il en la tendant à Didier et Alba. « Madame semblait savoir que vos chemins finiraient par se croiser. » Avec des mains tremblantes, Didier brisa le sceau. L'enveloppe contenait plusieurs feuillets couverts de l'écriture fine et élégante de Cécile, ainsi qu'une plus petite enveloppe sur laquelle était simplement écrit « Pour ma petite étoile ». Alba accepta ce trésor avec révérence. C'était la première, et sûrement la dernière, communication directe de sa mère biologique. Une lettre écrite pour elle, à une époque où Cécile ignorait si elle pourrait un jour la lui remettre en personne. Didier commença à lire la lettre principale à voix haute, sa voix se brisant d'émotion par moments. « Mon cher Didier, ma chère fille, si vous lisez ces lignes ensemble, c'est que mes craintes se sont réalisées et que je n'ai pas pu vous réunir de mon vivant. Je pars aujourd'hui retrouver l'enfant que j'ai été forcée d'abandonner il y a 22 ans, une petite fille que j'ai nommée Célie dans mon cœur. Même si je n'ai jamais eu le droit de la baptiser ainsi, Philippe, mon frère, que j'ai tant aimé malgré tout, a orchestré cet abandon quand j'avais à peine 18 ans. J'étais tombée amoureuse d'un homme marié, beaucoup plus âgé que moi, une erreur de jeunesse qui a donné naissance au plus précieux des trésors. Mais dans notre milieu, un tel scandale était inadmissible. Philippe a arrangé un accouchement secret, puis a fait disparaître ma fille dans le système d'adoption. Pendant des années, j'ai cherché mon enfant, ma petite étoile perdue. Philippe m'a fait croire qu'elle avait été adoptée par une famille à l'étranger. Ce n'est que récemment, grâce à une indiscrétion d'une ancienne employée de l'agence d'adoption, que j'ai découvert la vérité. Ma fille n'a jamais été officiellement adoptée. Elle a été trouvée abandonnée sur une route de Bourgogne par une femme nommée Marguerite Rousseau, qui l'a élevée comme sa propre enfant. Didier, mon amour, je ne t'ai jamais parlé de cette partie de ma vie,
et je t'en demande pardon. La honte, la douleur, la crainte de te perdre m'ont réduite au silence. Mais aujourd'hui, je ne peux plus vivre avec ce secret. Je dois retrouver ma fille, lui dire la vérité, lui demander pardon pour ces années perdues. Si le destin vous a réunis, je vous supplie de vous accepter l'un l'autre, ma fille. Ne blâme pas Didier pour mon silence. Et Didier, accueille ma fille comme je sais que ton cœur généreux peut le faire. Quant à Philippe, je lui pardonne. Même si je ne comprends pas sa haine et sa peur, il a toujours cru agir pour mon bien, pour notre nom, mais il n'a jamais compris que le véritable amour transcende les conventions sociales. Je vous aime tous les deux plus que ma vie, Cécile. Lorsque Didier termina sa lecture, il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Alba, submergée par l'émotion, tenait contre son cœur la lettre qui lui était personnellement destinée. N'osant pas encore l'ouvrir, Lucie, qui avait écouté sans comprendre tous les détails, s'approcha d'Alba et prit sa main. « Tu pleures parce que tu es triste ou parce que tu es contente ?» Alba sourit à travers ses larmes. « Les deux, ma puce. Je suis triste de n'avoir jamais connu notre maman, mais je suis tellement heureuse de t'avoir trouvé, toi. Et papa aussi ?» demanda innocemment Lucie. Alba leva les yeux vers Didier, dont le regard trahissait une émotion profonde. Leur relation, déjà complexe avant ces révélations, prenait maintenant une dimension nouvelle. Il n'était plus seulement l'employeur pour qui elle avait développé des sentiments, mais le mari de sa mère biologique, le père de sa demi-sœur. « Oui, ton papa aussi », murmura-t-elle. Didier s'approcha et, dans un geste qui disait plus que les mots, prit les mains d'Alba dans les siennes. « Vous êtes chez vous ici, Alba. Vous l'avez toujours été, cette maison, cette famille, votre famille. Vous attendez sans le savoir, le bracelet brisé, les rêves récurrents, cette connexion inexplicable avec Lucie, la boîte à musique, les myosotis, tout prenait enfin sens. Ces fragments de mémoire n'étaient pas des coïncidences, mais des échos d'un lien que ni le temps ni la distance n'avaient pu effacer. Plus tard, ce soir-là, alors que le manoir s'était enfin apaisé, Alba s'isola dans sa chambre pour lire la lettre que sa mère lui avait personnellement adressée. Des mots d'amour, de regret, d'espoir, écrits par une femme qui n'avait jamais cessé de chercher son enfant perdu, des mots qui guérissaient enfin cette blessure d'abandon qu'Alba avait portée toute sa vie sans même la comprendre pleinement. « Ma petite étoile », concluait Cécile dans sa lettre, « sache que dans chaque moment de solitude, chaque instant de doute, je veillais sur toi à travers la distance. L'amour d'une mère ne connaît pas de limites, pas même celles que les hommes et le destin peuvent dresser entre nous. Où que tu sois, qui que tu sois devenu, je suis fière de toi. Et si un jour tu trouves le chemin vers notre maison, sache que c'est là que tu as toujours appartenu. » Alba replia soigneusement la lettre, la portant à ses lèvres dans un geste de communion silencieuse avec cette mère qu'elle avait retrouvée trop tard, mais dont l'amour l'avait guidée, comme un phare invisible, jusqu'à ce foyer qu'elle n'avait jamais connu mais toujours cherché. Le cercle était enfin complet. La baba qui avait ramené le sourire de l'enfant était en réalité partie de la famille que Lucie n'avait jamais su qu'elle avait. Alba, qui était arrivée au manoir cherchant simplement un emploi, avait découvert qu'elle y avait toujours eu sa place. Elle était enfin chez elle,